Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le mercredi 28 février 2024 et la police signale la disparition de Juneissa Ciara Aquillon, une petite fille de 6 ans, disparue depuis le 2 février dernier. Elle a les cheveux noirs et était coiffée de tresses au moment des faits. Elle a les yeux noirs, est de corpulence normale et foncée de peau. Juneissa a été vue pour la dernière fois avec sa tante Cassandra Joseph, qui est susceptible de quitter le département pour se rendre à Saint-Martin, puis Saint-Thomas et enfin rejoindre les États-Unis. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter la police au 05 90 68 90 90. Et faute de personnel, le centre d'imagerie moléculaire de Guadeloupe sera fermé jusqu'au 10 mars prochain. La raison est simple mais surprenante. La seule et unique radiopharmacienne de l'île est en congé maladie. Malgré les alertes de la direction du CIMGUA, le CHU n'a pas procédé au recrutement d'autres professionnels de santé en capacité de gérer le cyclotron. Plus de 200 rendez-vous pour des diagnostics de maladies cancéreuses sont donc annulés. Regardez. On ferme pendant 15 jours, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on a suspendu l'activité de CIMGUA pour la bonne raison que le personnel qui doit être mis à disposition par le CHU, notamment la radiopharmacienne, est en congé de maladie et que le CHU, malgré nos avertissements depuis un certain nombre d'années, n'a pas procédé au remplacement de la personne. Donc il n'y a qu'une radiopharmacienne aujourd'hui en Guadeloupe. Et quand elle n'est pas là pour différentes raisons, on est obligé d'arrêter notre activité. Cette situation n'est pas acceptable pour deux raisons. D'abord parce qu'on met en cause le parcours des malades, le parcours des patients. Et ensuite parce que ça nous pose problème au niveau du modèle économique et du fonctionnement de la structure, c'est-à-dire que nous avons une perte de recettes significative. C'est pas faute d'avoir alerté le CHU, c'est pas faute de leur avoir indiqué qu'il fallait effectivement penser au remplacement, soit par le recrutement de quelqu'un supplémentaire, mais ils vont vous répondre qu'il y a problème de démographie médicale, ce qu'on peut accepter, mais dans ce cas-là, on trouve des solutions alternatives, c'est-à-dire qu'effectivement, passe convention, soit avec le CHU de Martinique, soit avec le CHU de Strasbourg ou ailleurs, pour effectivement avoir du personnel de remplacement lorsque nous sommes dans ce type de situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une radiopharmacienne. Demain matin, s'il a un problème de santé, un accident ou autre chose, nous sommes totalement bloqués en matière d'accueil des patients. Il s'oppose un sérieux problème de continuité du service public et aussi du suivi des malades. Nous, on va reporter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont programmés sur le mois de février, sur le mois de mars, sur le mois d'avril. Ça veut dire que les gens qu'on ne peut pas prendre en compte, les patients qu'on ne peut pas prendre en compte cette semaine, qu'on ne peut pas accueillir cette semaine et la semaine prochaine, les examens vont être reportés sur le mois d'avril, sinon sur le mois de mai, ce qui n'est pas acceptable pour un certain nombre de patients qui sont dans des situations d'urgence. Et après une mise en sommeil, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance reprend du service. L'outil permet aux acteurs de recenser et faire connaître les pratiques de prévention, de dépistage, de prise en charge médico-sociale et judiciaire qui ont fait leurs preuves. Regardez. Nous, à l'Observatoire, notre rôle, c'est l'analyse. C'est le recueil des données, c'est bien comprendre ce qui se passe sur le territoire et donner des outils au président du conseil départemental, mais aussi à toutes les autorités institutionnelles pour pouvoir prendre les bonnes décisions, suivre les problématiques sur le terrain. Il faut qu'on reste toujours en axe avec les problématiques du terrain, de sorte de pouvoir trouver des solutions, travailler avec les professionnels, faire évoluer également les compétences des uns et des autres, les nôtres également, de façon à ce que collégialement, nous puissions véritablement accompagner cette population qui est vulnérable. Les chiffres sont importants, la CAF contribue bien évidemment au soutien à la parentalité, la CAF aide les familles à mieux vivre au quotidien, mais surtout accompagne les familles qui ont des difficultés par le biais du travail social, par le biais de toute forme d'accompagnement en lien avec nos partenaires associatifs ou autres. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape puisque tous les partenaires du département
se coordonnent pour mieux connaître la situation. Madame la procureure vient de le dire à l'instant, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Donc l'idée de cet observatoire, c'est de partager l'information, de la mutualiser et surtout de répondre aux besoins des familles dans la difficulté, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que la plupart des interlocuteurs avec qui on travaille, que ce soit les médecins, le département, donc l'aide sociale à l'enfance, ils sont tous présents et je crois que c'était important de pouvoir enfin se rassembler tous et de pouvoir prendre un peu de hauteur et voir comment on peut encore s'améliorer, comment est-ce qu'on peut encore mieux travailler ensemble. Le ministère des Affaires sociales reprend sa place au sein de la protection de l'enfance et justement en soutien aux collectivités territoriales, puisqu'on a vu que ces dernières années, dans le cadre de la stratégie nationale de la protection de l'enfance, il y a des contractualisations qui ont été menées avec donc des partenariats qui se sont développés et donc la mise en œuvre d'actions coordonnées pour la protection de l'enfance. Le département prend ses responsabilités en actionnant les leviers qui pourraient nous permettre en fait, d'avoir des éléments pour pouvoir mieux travailler avec la réalité du terrain. Donc lorsqu'on discute avec nos homologues, lorsque je pars dans des séminaires, je crois que la situation est un peu partout pareil sur l'ensemble de la France hexagonale. C'est une situation qui est liée aussi à la situation économique. Donc c'est la même situation économique, je dirais un peu défavorable, qui entraîne forcément des incidences que nous avons en ce moment. Nous devons en même temps aussi mettre en place le schéma départemental de l'enfance. Et tout ce travail se met en lien. Donc on met tous les instituts, tout en place pour faire en sorte que le département de Guadeloupe soit vraiment au cœur de l'actualité, mais que pour la protection de l'enfance, qu'on ne soit pas pointé du doigt. La faculté Roger Toumson de Saint-Claude organisait une conférence autour de la transmission culturelle. 3 ambassadeurs de la musique, la danse et l'art étaient donc conviés pour échanger avec les nouvelles générations sur ce que nous sommes. Des débats entrecoupés de représentations artistiques pour bien illustrer le propos. Le reste en images. L'université joue pleinement son rôle d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, parce qu'on oublie souvent que l'université a aussi une mission de culture, de transmission de la culture, de vie culturelle. Et donc aujourd'hui, nous recevons 3 ambassadeurs de la culture antillaise, culture guadeloupéenne. Aujourd'hui, on est tout à fait content de transmettre de cette tradition à aux jeunes universitaires. Voilà. Le but, c'est ça. Et le thème d'ailleurs, c'est la transmission. Et justement, il faut transmettre de façon à ce que ça à faire perdurer la culture guadeloupéenne. Voilà. Le Goka sera encore puissant et nous avons encore d'autres choses à faire avec nos musiques traditionnelles. Puisque je pense aux musiques traditionnelles indiennes qui sont aussi d'une grande puissance et ça viendra. C'est fondamental parce que c'est toute la question de la transmission. C'est-à-dire que moi, quand tu as expliqué tout à l'heure là, c'est que sur le fond, ma structure de partage du savoir, ce qu'a fait création guadeloupéen, ensemble caribéen, vient avec la question de la transmission. Donc, si on fait pratique artistique sans transmission, pour moi, ça c'est un non-sens. Donc, obligé de faire transmission. C'est fondamental donc, que les jeunes aussi puissent mesurer tout ce qui a été fait avant, qu'il y ait cette question de transmission et que toutes ces générations se croisent pour faire vivre la culture et l'identité de la Guadeloupe et des Antilles en général. Initié par l'INRAE et l'Institut technique de l'élevage, le projet Caribio Créole suit son cours. Chercheurs, scientifiques, techniciens et éleveurs travaillent de concert pour sauvegarder et maintenir les races créoles, qu'elles soient bovines, caprines ou porcines, plus résistantes et adaptées à notre environnement. Ces espèces sont aussi de très bonne qualité gustative, un patrimoine à conserver et à améliorer à travers une amélioration de l'alimentation et une organisation plus poussée de la filière. Regardez. Les objectifs pour nous, c'est vraiment de permettre à la population de trouver des animaux créoles qui soient de très bonne qualité, parce qu'on a toujours cette méfiance à se dire que tout ce qui sort de notre terre n'est pas très bon et que ce qui sort de l'Hexagone est meilleur. Mais en fait, on se rend compte que c'est le contraire. Nos animaux ont leurs particularités. Ils résistent vraiment à notre climat, à nos conditions climatiques. Mais tout le monde sait que quand vous tuez un animal créole,
la viande est beaucoup plus goûteuse, la viande est d'excellente qualité. Donc on veut effectivement montrer à notre population que chez nos exploitants agricoles, on peut retrouver ces animaux et avoir des animaux de très bonne qualité pour nourrir la population. Ils sont en train de disparaître parce que beaucoup d'éleveurs préfèrent des races qui donnent de plus grosses carcasses, qui poussent plus vite, mais au détriment de tout ce qui est de la robustesse et de la résistance des races créoles, qui résistent par exemple mieux aux maladies, le bovin créole qui résiste aux tiques par exemple, le cochon créole qui résiste mieux à la chaleur et le cabri créole qui résiste mieux aux parasites gastro-intestinaux. Il y a une tendance à disparaître et heureusement qu'on a les éleveurs traditionnels dans le monde rural. Chaque personne a un ou deux cochons comme traditionnellement. Mais si on ne fait pas attention, il risque d'avoir une disparition ou bien mélanger des croisements qui ne sont pas forcément favorables pour préserver les caractéristiques du cochon créole. L'objectif du jour, c'est justement de continuer de co-construire ces solutions avec les éleveurs et les acteurs de l'élevage en Guadeloupe. Et alors après, dans le projet Caribio Créole, on parle de solutions techniques qui peuvent être du type l'alimentation pour les animaux, comment mieux alimenter les animaux pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Puis il peut y avoir aussi des questions d'organisation, des innovations organisationnelles, et c'est particulièrement ce dont on va discuter aujourd'hui. Je n'ai qu'un souhait, c'est que toutes les filières guadeloupéennes se structurent afin que nous puissions avoir dans nos établissements des produits de l'agriculture du pays, de l'élevage du pays, de la production pêche du pays. Donc pour ça, il faut absolument structurer toutes les filières et bien entendu que c'est mon souhait qu'on ait de la viande locale dans nos restaurants parce qu'on ne peut pas promotionner notre territoire vis-à-vis des visiteurs de passage si on leur vend des produits, si on leur fait la nourriture locale avec des produits d'importation, ça n'a pas de sens. Et en parlant d'espèces en voie de disparition, parlons des petits planteurs de canne guadeloupéens. Lors du salon de l'agriculture, la sénatrice Solange Nadi a interpellé Gabriel Attal sur les problématiques qu'il rencontre de manière récurrente à chaque saison sucrière. Elle s'est fait le relais de ces agriculteurs qui demandent que l'usinier fixe le coût d'achat de la tonne de canne à 160 € au moins pour les 3 prochaines années. Regardez. Moi, j'ai eu l'opportunité ce matin d'échanger avec le Premier ministre. Alors, je suis revenue, et c'est tout à fait normal, sur la problématique des producteurs de canne actuellement en Guadeloupe, puisque nous avons un problème sur le coût de la tonne de canne. Donc, les producteurs souhaitent que ce coût soit revalorisé. Et voilà, je lui ai expliqué en fait très succinctement, puisque nous aurons une réunion de travail avec son cabinet sur ce sujet-là, pour lui dire que nous sommes en difficulté, les producteurs sont en train de produire, mais n'ont pas le salaire de leur activité. Donc il fallait essayer de comprendre la problématique et trouver une solution. Ils ont une proposition à faire, c'est-à-dire fixer le prix de la tonne de canne à 160 €, laisser ce prix sur les 3 années à venir et à ce moment-là repenser le modèle de la production cannière, repenser le modèle du calcul du coût de la tonne de canne de façon à leur laisser le temps un petit peu de souffler, comme on dit entre parenthèses, de souffler entre guillemets, et de revoir le coût, revoir la relation avec l'usinier, avec Gardel. En Guadeloupe, il y a une difficulté, donc il faut prendre le temps de l'étudier. Il faut que son cabinet se penche sur ce dossier-là et en urgence, puisque plus on attendra, plus il y aura des difficultés, et donc sur la richesse de la canne, puisque un début de coupe prévu le 1er mars qui est reporté, ça empêche d'avoir une richesse suffisante pour être payé correctement. Et on enchaîne maintenant avec la journée de l'insertion professionnelle organisée par la ville de Capesterre-Belle-Eau. Chaque année, donc, la ville organise ce forum. C'est l'occasion de pouvoir rapprocher les entreprises de celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Nous proposons donc ce matin des stands pour apprendre à rédiger un CV, à se présenter lors d'un entretien, des job dating, puisque nous avons des entreprises qui proposent aussi des emplois et donc qui vont rencontrer certaines personnes à la recherche. Et puis aussi accompagner celles et ceux qui veulent créer leur propre emploi, créer leur entreprise.
Donc en gros, nous créons les conditions pour pouvoir rapprocher celles et ceux qui sont en quête donc d'un emploi ou de la création de l'activité des aides nécessaires. Et donc c'est pour ça que nous avons donc les différents centres de formation qui ont répondu à notre invitation, ainsi que les collectivités telles que la région, le département, qui sont aussi là pour expliquer les aides qui existent, tant sur le plan de la formation, mais aussi pour pouvoir avoir donc du financement pour créer son entreprise. Étant donné la conjoncture, la demande du maire, à la demande de la collectivité qui nous a demandé d'être présents, et bien évidemment dans le cadre de nos fonctions, à savoir opérateur de formation, nous avons voulu être présents pour faire le job. Oui, c'est très important. La chambre de métier, ça doit être de proximité. La chambre de métier doit être au plus près justement de l'ensemble des profils de personnes qui souhaitent s'orienter vers des métiers justement de transformation notamment, et donc nous devons divulguer la bonne parole. Nous savons qu'il est parfois difficile, surtout pour nous par exemple qui sommes basés aux Abîmes, c'est difficile parfois de vous pouvoir se déplacer tout simplement pour avoir plus d'informations. Il est plutôt que d'aller vers nous, nous avons voulu aller vers la population qui est sur. La ville de Capesterre donc prend son bâton de pèlerin. Donc aujourd'hui nous sommes dans le cadre de ce forum, puis nous reviendrons courant donc des grandes vacances avec là encore donc des séquences d'informations à la veille donc de la rentrée scolaire. Et au mois d'octobre, nous aurons donc un forum autour des métiers donc de l'économie verte, de l'agriculture. Donc en gros, nous allons multiplier donc ces rencontres de cette année 2024 pour maximiser les chances. Et avec l'utilisation accrue de l'outil Internet, les hackers sont de plus en plus actifs. Ces derniers élaborent plus de techniques pour vous dérober vos données personnelles ou vous voler de l'argent. Notez par exemple que la région Guadeloupe s'est fait hacker 2 fois en très peu de temps, le CHU de Pointe-à-Pitre aussi visiblement. Alors vous, est-ce que vous vous sentez en sécurité sur les réseaux? Nous sommes partis à votre rencontre et ça donne ça. Non, je ne suis pas en sécurité. Je pense que tout le monde n'est pas en sécurité parce qu'on reçoit des messages, on vous dit que vous avez un colis à récupérer au tel endroit. Non, pour moi, ce n'est pas normal. Moi, je ne pense pas. Il y a trop de marché qu'a fait, trop de marques qui a fait les choses. Dans le cas, mettez là, mais on peut mettre. Moi, je peux mettre. Encore, on peut payer ça avec porte-tabac. Je ne vais pas le faire. Je suis désolée, mais je ne vais pas sur Internet, en fait. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas d'avis. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je dis que c'est bien protégé. C'est bien protégé, pas encore eu de problème. Ouais. On n'est jamais sûr. Donc, quelque part, il faut faire très attention. Mais franchement, moi, non. Je le reconnais. Non, parce que je m'en sers de moins en moins. Alors, comme ça, je mets ça de côté. C'est comme le téléphone, la même chose. Regardez que le téléphone, pas de portable autrement. Tout dépend. Il y a tellement de piratage maintenant, donc... Oui, relativement, parce que je suis protégé par un bon antivirus qui est mis à jour régulièrement. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Et à côté de ça, je suis vigilant concernant les mots de passe et toutes les données personnelles qui permettent d'accéder sur les sites. Effectivement, c'est vrai qu'on ne se sent pas trop en sécurité par rapport à ça. On est toujours dans l'incertitude quand on ouvre un mail ou voilà. Les gens sont obligés d'être sceptiques parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Je ne me sens pas vraiment en sécurité parce qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose sur l'ordinateur où on me demande de mettre mes données personnelles, eh bien, j'ai un peu de réticence. Je crains. Je dois toujours demander à quelqu'un de mon entourage pour savoir est-ce que c'est sûr, est-ce que je peux. Mais en fait, non, parce que justement, j'ai peur du piratage et que qu'on puisse me voler mes données, ma vie personnelle et en faire je ne sais quoi. Donc non, je ne me sens pas rassurée quand je mets mes données sur mon ordinateur. Pourquoi le monde ne peut pas rester simple? Pourquoi le monde ne peut pas rester plus simple, messieurs? Grande question, et le monde qui se complique de jour en jour, l'avenir s'assombrit même. Je pense que vous avez entendu un peu les propos d'Emmanuel Macron qui se sent prêt à entamer une guerre effectivement avec la Russie. Et visiblement, il n'est pas seul, même s'il est lâché par les 3/4 des dirigeants de l'Union européenne ou même de l'OTAN, par extension. Eh bien, il a quand même il a quand même de ses amis va-t-en-guerre qui sont à ses côtés, comme Ursula von der Leyen, n'est-ce pas, la présidente de la Commission européenne. Bon, peut-être pas pour très longtemps, puisqu'il y a bientôt des élections, on ne sait pas si elle va être réélue ou non. En tout cas, Ursula von der Leyen, qui, elle, a déclaré aujourd'hui qu'elle estime qu'une guerre en Europe n'est pas impossible. Donc, visiblement, il y en a qui sont vraiment chauds
pour aller guerroyer. On verra qu'est-ce que tout cela donne. C'est à surveiller effectivement avec beaucoup d'intérêt puisque l'avenir peut-être de l'humanité est en jeu. Rien que ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une excellente soirée. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, nous parlerons du Karukera One Love Festival. Ce sera en fin mars prochain. Ce sera quand même un assez gros événement. On va voir avec les organisateurs comment tout ça se profile. Ce sera après la coupure pub de 19. Et avant cela, je voulais dire bonsoir, mais je n'ai pas ouvert l'application, donc je vais essayer quand même. Bonsoir à... Allez, 2 secondes. Bonsoir. Mais déjà, bonsoir à Tati Viviane, bonsoir à Tati Liliane, bonsoir à Tati Véronique. Je fais des bisous. Bonsoir à Tati Jacqueline aussi, n'est-ce pas? Bonsoir aussi à Tonton Jean. Tiens, je vais passer te voir d'ailleurs dans pas longtemps, Tonton. Bonsoir à Jimmy aussi. Bonsoir à Yvonne Dacour. Bonsoir et bisous bien évidemment à Maggie Delaney. Bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Naïssa Delair, bonsoir à Marie Rutil, à Viviane Coton, à Ampassave Mako, bonsoir à Patricis Mathurin, félicité, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Naïssa Belair et bonsoir à Lina Wild ainsi que Lee Féline. Merci en tout cas à toute la team Info qui nous suit tous les soirs. Merci beaucoup à vous. On se retrouve après la pub et on parle du Karukera One Love Festival, l'événement du mois de mars prochain.